17h45 sur Pub. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Alors nous sommes au Little Palais, le coin des enfants, au Palais de Tokyo à Paris, pour parler aujourd'hui des objectifs du millénaire pour le développement. Tous les principaux pays sont depuis lundi à New York pour débattre des moyens qui permettraient d'accélérer la réalisation de ces objectifs du millénaire pour lutter contre la pauvreté, la famine, la mortalité infantile et maternelle, d'ici la date butoir de 2015. Mais peut-être que vous pouvez commencer à nous rappeler comment se sont créés ces objectifs du millénaire, quand et pourquoi et par qui surtout. C'est très intéressant de voir que pour une fois, les chefs d'État se réunissent pour parler d'avenir. Donc notre émission se situe dans un contexte à la fois d'actualité et d'avenir. En l'an 2000, il y a eu une prise de conscience qu'on allait dans le mur, que rien n'était tenu, qu'aucun objectif n'était réalisé, que l'aide au développement s'effondrait et que tout ça était du baratin. Donc les chefs d'État nombreux, sous pression des ONG en réalité, pas du tout sur leur volonté personnelle, se sont réunis à New York et ont défini des objectifs quantifiés en l'an 2000 pour 2015. 8 objectifs divisés en 21 sous-objectifs qui ont vocation à être mis en œuvre en 2015 et avec à chaque fois l'idée de suivre leur mise en œuvre tous les 5 ans. Donc il y a une réunion en 2005 et il y a une réunion aujourd'hui. C'est en l'an 2000 ou dans les années 90 ou en 1990? C'est en l'an 2000 qu'a eu lieu la réunion, mais il y a évidemment un travail préparatoire dans la fin des années 90. Mais c'est une réunion de l'an 2000 à New York, 247 chefs d'État qui se réunissent. Alors on a défini 8 objectifs qui sont en effet assez significatifs. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, parce que ça indique une certaine conception de l'avenir qui est assez particulière, qui sont premièrement réduction de la pauvreté et de la faim, deuxièmement l'égalité des sexes, troisièmement la lutte contre la mortalité infantile, quatrièmement la lutte contre la mortalité des mères, cinquièmement l'éducation la meilleure possible, sixièmement l'amélioration de l'environnement, septièmement l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'ensemble de ce qui permet d'améliorer l'eau potable, et enfin dernièrement l'amélioration de l'aide au développement. Ce sont les 8 objectifs qui ont été retenus à ce moment-là. Alors ces objectifs ont été retenus en l'an 2000. Moi je suis assez surprise d'entendre Ban Ki-moon dire « Notre défi aujourd'hui est de convenir d'un plan d'action ». Comment 10 ans, bientôt 11 ans après, on en est simplement à parler de définir un plan d'action? Mais oui, parce que toutes ces réunions sont à la fois fictives et purement symboliques, mais en réalité, là, ils sont, depuis 10 ans, tout de même. Ils sont un petit peu mis dans le coin, puisqu'ils ont défini des objectifs quantifiés. Et c'est très intéressant de voir à la fois ce qui a été fait dans ces objectifs quantifiés, et puis de voir ce qui n'a pas été fait, et puis de voir aussi que l'analyse du développement qui était sous-jacente à ces objectifs était relativement fausse. Alors ce qui a été fait, c'est que il semblerait que d'abord la lutte contre la pauvreté soit clairement améliorée en Inde et en Chine, même si de toute façon les statistiques sont complètement fausses, truquées par les gouvernements, etc. Enfin, il y a une réelle amélioration. On parle d'une réduction réellement de moitié de la pauvreté, de la grande pauvreté. Enfin, les chiffres sont truqués, mais les ONG sont là pour faire le relais avec les objectifs du millénaire? Oui, mais malgré tout, c'est les gouvernements qui font les statistiques, donc c'est très difficile de vérifier. Mais enfin, il semblerait que la très grande pauvreté, c'est-à-dire en dessous d'1,25 $ par jour, est réduite. C'est d'ailleurs fascinant de voir que pauvreté et faim, c'est le même objectif. Donc la très grande pauvreté a baissé, mais la faim qui avait commencé à baisser... L'objectif était de réduire de moitié la d'ici à pauvreté 2015, dans le monde. Pauvreté dans le monde. C'est en voie d'être atteint en Inde et en Chine, pas du tout en Afrique, pas du tout au Moyen-Orient. C'est-à-dire pas du tout, on est dans quelle on est proportion? On est à... En dessous de 20%? En dessous de 20% pour une partie de l'Afrique, pour une grande partie d'Afrique, en dessous de 20% pour une partie de l'Amérique latine. Et puis surtout, il y a eu une amélioration. Est-ce que ces objectifs ont été atteints au départ, en tout cas en vue d'être atteints au départ, et puis ils ont dégringolé? Pour la pauvreté, en raison, notamment en raison de la crise, notamment. Pour la pauvreté, ça s'est assez largement amélioré un peu partout, moins vite, mais il n'y a pas de réduction.
parce que la pauvreté est assez liée à la croissance. Mais ce qui s'est aggravé, ce qui a commencé à s'améliorer, puis ensuite qui s'est dégradé, c'est l'objectif de la faim, qui a commencé à s'améliorer, mais qu'aujourd'hui s'aggrave. Il y a eu, même s'il y a eu récemment une légère amélioration, on est toujours autour du milliard de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Et puis, il y a des objectifs qui sont a priori atteints, mais qui sont fantaisistes. Par exemple, on dit que le fait que l'objectif était que 100% des enfants aillent à l'école en 2015. Bon, est-ce qu'on peut compter que 100% que les enfants vont à l'école, comme en Afrique, les classes ont 150 élèves, ça n'a donc pas de sens. Ou comme dans certains pays d'Amérique latine ou d'Asie, il y a 3 heures de cours par jour, parce qu'il y a 3 équipes qui tournent dans les écoles, y compris les cours du soir, qui sont pour une équipe qui ne va pas, d'enfants qui ne va pas en classe dans la journée. Donc on peut atteindre des objectifs comme on veut. C'est un peu ce qu'on reproche à ces objectifs du millénaire, c'est d'être excessivement tourné vers des résultats quantitatifs au détriment de la qualité des... Oui. Mais on a des moyens qui sont mis en place. On n'a peut-être pas encore. Peut-être faut-il continuer sur la liste de ces objectifs. Ceux qui ont été le moins atteints, même si en termes de statistiques, on peut les truquer, c'est la mortalité infantile qui n'est pas du tout atteinte, et surtout la mortalité maternelle qui s'est extrêmement aggravée. Pour la raison que vous avez dite, c'est que si on cherche à améliorer la mortalité infantile, il y a encore entre 300 et 500 000 femmes qui meurent en couche chaque année dans le monde. Et puis le sida s'est amélioré et l'aide au développement s'est un peu améliorée, mais on est très très loin des objectifs qui avaient été fixés. Vous avez raison de dire que l'intérêt de ces objectifs, c'est d'être des objectifs quantifiés. Donc ça permet de vérifier. Mais c'était bien comme idée. Mais dans la mesure où il n'y a pas un organe indépendant qui fait des statistiques, qu'on est soumis aux statistiques que veulent bien fournir les gouvernements, sous réserve de ce que les ONG peuvent vérifier, ce qui n'est pas toujours le cas, on est loin du résultat. Et en même temps... c'est l'Afrique subsaharienne qui souffre le plus de ça. Voilà, en gros, on peut dire que tout semble aller mieux, sauf en Afrique. Voilà. En gros, c'est ça. Et en Asie, pour la mortalité maternelle, peut-être. Partout dans le monde... 54% des femmes n'ont pas accès à du personnel qualifié pour accoucher. Partout dans le monde, y compris en Amérique latine, la mortalité maternelle reste énorme. Mortalité maternelle reste énorme. Ça, c'est clairement... de même. On manque de personnel qualifié pour aider ces femmes, ou ces femmes ne sont pas suffisamment éduquées à aller vers du personnel qualifié pour mettre au monde leurs enfants? Il y a les deux à la fois, mais c'est surtout un manque de personnel qualifié, c'est surtout le fait que ces objectifs ont été choisis de façon assez particulière, parce qu'au fond, ces objectifs traduisent une certaine conception du développement, qui est le fait que le développement doit être dans le social, qui est assisté par le Nord, donc c'est une conception du développement qui est purement sociale, donc purement dans l'assistance. Alors qu'il n'y a par exemple aucun objectif de croissance dans les 8 objectifs, alors qu'il est évident que seule la croissance, en particulier la création de micro-entreprises, le financement permettra d'atteindre de façon durable des objectifs sociaux et non pas les mettre en soi en tant que tels. De même, et c'est aussi très significatif, il n'y a aucun objectif ni de droits de l'homme, ni de démocratie. Or, il est évident que seul le couple démocratie, droits de l'homme, croissance permettra de l'atteindre. Enfin, il y a un objectif d'égalité des sexes, vous disiez? Il y a un objectif d'égalité des sexes, qui est un objectif scolaire essentiellement et un objectif de parité, mais qui n'est pas objectif en soi de démocratie. Et puis il n'y a pas non plus d'objectif d'accès au progrès technique. Or, il est évident qu'aujourd'hui, c'est par l'accès au progrès technique que se fera l'essentiel de la croissance et du développement de ces pays. L'accès au progrès technique, l'accès aux médicaments, l'accès à Internet, l'accès à l'ensemble des moyens nouveaux de communication, même si, évidemment, tous ces pays ont un accès énorme qui s'est fait au téléphone mobile, qui n'est pas compté dans ces objectifs. Mais malgré tout, gouvernance améliorée des pays, démocratie et croissance sont les 3 facteurs clés. Et comme par hasard, aucun des 3 n'est dans les objectifs du millénaire. Mais dans quelle proportion la crise financière a propulsé une certaine partie de la population dans la pauvreté, ou voire l'extrême pauvreté? D'abord, il faut bien voir que ce qui propulse les gens dans la pauvreté, c'est tout accident. Parce que quand les gens commencent à sortir de la pauvreté, le moindre accident les fait tomber.
Alors, ça peut être... Qu'est-ce que vous appelez un accident? Ça peut être un accident de santé. Par exemple, si quelqu'un commence à sortir de la pauvreté et tombe malade, une maladie, c'est en général entre 1 et 4 ans de dépenses. Or, il n'y a pas de système de sécurité sociale, il n'y a pas de système d'assurance maladie, donc la maladie est un facteur énorme de pauvreté ou d'appauvrissement des classes moyennes. Donc, il suffit d'une grande pandémie pour que les choses se passent mal. Deuxièmement, dès qu'il y a une réduction de la croissance, il y a une aggravation de la situation et il y a un retour de la faim. Troisièmement, dès qu'il y a un mouvement des cours des matières premières, en particulier des matières premières agricoles, et on en a parlé, d'augmentation des prix des matières premières agricoles, ce qui a été le cas depuis une dizaine d'années, évidemment recrée de la famine, parce que les gens n'ont plus les moyens de se payer à manger. Donc ce qui s'est produit, c'est tout ça à la fois, c'est-à-dire que l'objectif pauvreté a peut-être été un peu réduit, mais pas l'objectif faim, à cause de l'augmentation des prix, la difficulté de stockage, l'absence de démocratie, la corruption des systèmes, etc. Est-ce que tous les pays participent de manière égale à l'aide publique au développement? Alors, l'Union européenne est un des grands donateurs, oui. Qui a beaucoup amélioré son aide, mais qui reste en dessous de l'objectif qui avait été fixé avant ce sommet, avant le sommet des Nations Unies, dans le sommet des Gleneagles, qui avait fixé en Angleterre un objectif autour de 0,7% du PIB. Oui. On est loin, on est autour de 0,4, 0,5. Pourquoi on en est loin? Est-ce qu'on ne se donne pas les... Parce que ce n'est pas une priorité. C'est pas une priorité, on a toujours des priorités internes. Ensuite, même dans le 0,5, il y a des tas de choses qu'on compte là-dedans, mais qui sont faux. Par exemple, on compte, les Français comptent l'aide dans les dom-toms, imaginez-vous, ils comptent les bourses des étudiants étrangers en France dans l'aide de développement, ce qui n'est vraiment pas une aide de développement. Ils comptent le rééchelonnement de la dette dans l'aide de développement, mais ce n'est pas de l'argent réel, c'est juste un argent virtuel, on accepte de ne pas être payé. Donc il y a toute une façon de compter la dette qui est très excessive, l'aide qui est très excessive et qui ne correspond pas à la réalité. Le pays qui est le plus grand donateur... Donc dans l'Union européenne, on n'en est même pas à l'idée d'augmenter l'aide publique, on en est à essayer de donner celle qu'on a promise. Voilà. Et en même temps, la conditionnalité de l'aide publique reste liée à ce qu'on appelle le consensus de Washington, qui est un consensus qui est lié à des politiques extrêmement rigoureuses, alors qu'en face à ça, il y a ce qu'on appelle maintenant le consensus de Pékin, qui en réalité consiste à donner tout l'argent qu'on veut à tous les gens qui veulent, simplement en échange d'une relation avec Pékin, qui a l'avantage d'apporter de l'argent, mais l'inconvénient de ne pas pousser les pays qui reçoivent cette aide à aller vers les droits de l'homme, qui sont la clé du développement. Tout simplement parce que la Chine a besoin de matières premières et donne de l'argent à quiconque veut lui en donner sans regard sur les droits de l'homme. Vous qui connaissez bien le sujet de la pauvreté dans le monde, est-ce que vous pensez que les objectifs qui ont été définis il y a 10 ans sont suffisants, ou est-ce qu'il y en a qui, à l'avenir, devraient être ajoutés? Les objectifs clés qu'il faut ajouter, c'est le taux de croissance. Et il faut absolument que les pays dépassent 5 à 6% de croissance. Deuxièmement, c'est la réduction de la natalité. Tant que la natalité reste au-delà de 4 enfants, on ne peut pas avoir d'épargne, puisque... Troisièmement, c'est l'inclusion financière, la microfinance, le fait que les gens aient accès au crédit. Ça, c'est des objectifs qui ne sont pas comptés. Quatrièmement, c'est la transparence des gouvernements, démocratie, droits de l'homme qui va avec. Tous ces objectifs doivent être absolument considérés. Si ceux-là sont mis en place, on aura un développement véritablement durable, d'une croissance forte. Merci, Jacques Adali. Je vous retrouve la semaine prochaine au Palais de Tokyo pour une autre conversation d'avenir. Si vous souhaitez réagir à cette émission, je vous invite à vous rendre sur notre site internet publicsena.fr. Nous avons une rubrique Conversation d'avenir sur laquelle vous pourrez podcaster cette émission, nous écrire ou encore consulter nos archives. Merci, à la semaine prochaine.